Ben, c'est une candidature pour participer à une espèce de renouveau du Parlement. Vous savez, si notre pays a connu des problèmes infrastructurels, les histoires comme tous ces manquements que nous voyons à la CAN, ces écoles primaires publiques qui sont déshonorants pour nous, qui sont en matériaux provisoires, dans des localités où vous avez pourtant des élus, des députés, des sénateurs. Si nous avons la crise anglophone où les gens se plaignent d'être marginalisés et ça a donné l'occasion à certains oiseaux de mauvais augure que représentent des personnages comme M. Ayouk, Tabé et compagnie, c'est parce que les représentants de la nation n'ont pas su faire leur travail. On a un gouvernement, on a des représentants de la nation qui sont à l'Assemblée nationale, qui auraient dû être à la hauteur des missions que suppose une représentation. Représenter, c'est être là pour. Représenter la nation, c'est être là pour la nation. Représenter la nation, c'est porter la parole de la nation. Faire en sorte que l'exécutif national, le gouvernement, sache ce que la nation veut, sache ce qui manque à la nation, qu'il sache où il faut construire une école, qu'il sache que vous avez autorisé la construction d'une école publique ici, mais qu'elle n'est pas construite, que le ministre en charge de ces questions n'a rien exécuté depuis 6 mois, depuis 1 an. Et représenter la nation, c'est faire en sorte que les anglophones sachent qu'il y a quelqu'un à l'Assemblée nationale qui est capable de demander au gouvernement, mais monsieur le gouvernement ou monsieur les gouvernants, qu'est-ce qui explique que depuis que ce pays existe, on n'a jamais eu un anglophone au ministère des Finances, ou on n'a jamais eu un anglophone ou un quelconque ministère de souveraineté. Les anglophones sont en train de se fâcher, ils se sentent mis à l'écart. C'est ça, représenter la nation. Nous avons eu jusqu'aujourd'hui des députés qui sont arrivés à l'Assemblée nationale pour eux-mêmes, qui se sont occupés de leurs affaires personnelles. Et c'est parce que ces députés ne s'étaient pas intéressés des questions qui tenaillent la nation que vous avez vu que les gens votent des projets de loi qu'ils ne lisent pas, les gens votent des projets de loi dont ils ne connaissent pas le contenu, des gens votent des projets de loi dont ils ne s'occupent pas de l'impact dans la vie nationale, etc., etc. C'est pour ça que vous avez vu que 40 ans, 50 ans durant, vous n'avez aucun député qui a été capable de faire passer une proposition de loi à l'Assemblée nationale. Quelques-uns se sont essayés sans beaucoup de conviction, sans avoir la capacité à associer les autres députés de la nation à l'idée de faire passer une proposition de loi. Là, on ne fait pas passer une proposition de loi parce qu'on a un groupe majoritaire. Vous voyez très bien que même dans le camp majoritaire, qu'a été le RDPC pendant très longtemps, aucun député du RDPC n'a été capable de faire passer une proposition de loi. Tout se passe comme si l'organisation de la vie nationale, si elle était pensée par quelqu'un d'autre, cela entraverait la conduite des affaires publiques par le gouvernement, ce qui n'est pas tout à fait exact. Pour faire passer une proposition de loi, il faut simplement être capable d'associer, de faire comprendre au gouvernement son bien fondé, de faire comprendre au chef de l'État son bien fondé. Comment pouvez-vous imaginer un parlement, et avant qu'on ne soit un parlement bicaméral, on avait l'Assemblée nationale, aucun député de l'Assemblée nationale, aucun groupe de députés de l'Assemblée nationale n'ont jamais ou n'a jamais cherché à rencontrer le chef de l'État pour lui soumettre des doléances venant des populations.
population de la localité. Comment vous pouvez expliquer un tel fonctionnement? Donc ma candidature s'inscrit dans la continuité d'une vie politique qui a été largement assumée. J'ai été 10 ans déjà conseiller municipal. J'estime que j'ai apporté au niveau du conseil municipal, qui est la structure de base de la démocratie camerounaise, comme le veut la loi d'orientation de la décentralisation, proposée par le chef de l'État en 2004, le 22 juillet 2004, et qui a d'ailleurs été votée et promulguée, qui est une loi, qu'on aime le chef de l'État Paul Biya ou qu'on ne l'aime pas, la loi d'orientation de la décentralisation est une philosophie de base éminemment importante, éminemment qualifiée, de très bonne qualité d'ailleurs. Il suffit d'œuvrer pour la mettre en application. Le sens de ma candidature s'inscrit donc dans une progression. Maintenant que j'ai fait pour les conseils municipaux ce qui m'a paru important, je crois avoir contribué à relever la qualité de la fonction du conseiller municipal qui, jusqu'à tout récemment encore, était quasiment inconnue. Personne ne savait à quoi ça servait d'être conseiller municipal. Eh bien, moi-même et quelques conseillers comme M. Hilaire Zipa et quelques-uns encore, nous sommes parvenus à faire en sorte que, la nation tout entière sache qu'elle a des élus locaux dans les conseils municipaux qui sont capables de mettre sur la table les problèmes des collectivités territoriales, comprendre le fonctionnement, aiguillonner le maire pour aller vers des résultats que les populations attendent. Maintenant, je voudrais aller représenter la nation devant le gouvernement, devant l'exécutif national. J'ai des préoccupations essentielles pour ça. Premièrement, il faut modifier la Constitution pour limiter le mandat présidentiel. L'idée que quelqu'un reste président de la République 7 ans, 14 ans, 21 ans, 28 ans, 30 combien d'années, etc., jusqu'à atteindre comme le président Biya, bientôt 40 ans au pouvoir. Nous voyons très bien que cette longévité au pouvoir ne va pas avec l'apparition des progrès économiques et sociaux. C'est-à-dire que vous êtes dans une situation où un même individu dure au pouvoir, mais ça ne rapporte plus à l'État en termes de progrès d'organisation de la nation, en termes de progrès économique, en termes de progrès. Donc, le changement régulier de celui qui dirige la nation, qui au sens de notre Constitution est celui qui définit la politique, qui nous amène quelque part, qui nous éduque, qui nous formate, qui nous donne les valeurs morales, etc., etc. Le changement de cet homme-là est bénéfique. L'histoire de grandes nations de l'humanité nous montre que l'alternance à la présidence de la République est un bon catalyseur du dynamisme social. Mais il ne s'agit pas simplement de changer le président de la République. Ce n'est pas une bonne chose d'avoir des situations comme celle de M. Kavaï Djibril, qui est resté à la présidence de l'Assemblée nationale près de 25 ans et qui souhaite encore le demeurer, sans pour autant que cela n'ait été bénéfique à la nation. Cette Assemblée nationale, elle fonctionne peut-être à la convenance du président Biya, à la convenance de quelques députés RDPC, mais je suis certain, convaincu au plus profond de mon âme, que même les élus RDPC, beaucoup d'entre eux pensent qu'il est important de dynamiser notre société en changeant régulièrement ceux d'entre nous qui sont en charge de la conduite des affaires publiques. C'est pour cela que nous souhaitons aussi limiter les mandats des députés à 15 ans. Quand un député quelqu'un a été élu 3 fois, c'est largement suffisant. En 15 ans comme député, vous pouvez avoir servi la nation. Les députés veulent demeurer à l'Assemblée nationale, beaucoup d'entre eux pour avoir la retraite parlementaire quand on a fait 15 ans successivement. Eh bien, je propose donc que quand vous avez fait 15 ans et que vous avez obtenu votre retraite parlementaire, que vous pensiez vous-même à laisser la place. Et si vous ne le faites pas parce que l'homme n'est pas sage, l'homme n'est pas satisfait, l'homme ne se rassasie pas, il veut toujours pour lui et toujours plus, rien que pour lui, et bien que la loi
limite les ambitions. Parce que là où la liberté commence à opprimer, il est important que la loi vienne protéger. C'est pour ça que je suis aussi pour qu'on limite les mandats des maires, qu'on limite les mandats des conseillers municipaux, qu'un seul individu ne soit pas maire 20 ans, 25 ans, 30 ans. Quel est le côté positif de cette façon de faire? Les gens ont envie de le faire sous prétexte que oui, mais le peuple m'a élu. On sait très bien que ces élections-là ne se font pas de la manière la plus régulière qui soit. D'autant plus que quand nous voyons comment les investitures sont faites à l'intérieur des partis politiques, elles sont le lieu de tous les marchandages, de tous les clientélismes qui d'ailleurs font en sorte que même les partis d'opposition qui n'ont pas pu faire mieux donnent le sentiment qu'il ne faut pas attendre grand-chose en termes de capacité à porter l'exemple, le meilleur exemple. Voilà pourquoi l'une de mes ambitions pour le prochain mandat serait de travailler à côté du gouvernement, de travailler à côté du président de la République pour le persuader et persuader les autres députés qui seront à l'Assemblée nationale qu'il est nécessaire pour le dynamisme de notre société de limiter les mandats à toutes les fonctions. Je souhaite aller là-bas pour démocratiser la fonction de délégué de gouvernement. Les pères fondateurs de la nation camerounaise ont eu l'idée que dans les grandes communautés qui sont en général dans les capitales régionales de notre pays, là où se concentrent souvent les populations venues de toutes les contrées du pays, que l'édile qui administre cette grande collectivité ne soit pas élu au suffrage universel direct, de peur que la démocratie du nombre n'opprime les communautés autochtones qui doivent garder la maîtrise de leur ville tout en participant au développement et tout en organisant l'intégration de tout le monde. Parce que Douala, Yaoundé, Bafoussam, Garoua et plus tard Yagua, Kribi sont des creusets d'intégration, c'est des matrices. C'est là où nous apprenons à réaliser notre vivre ensemble. Mais en même temps, ces localités appartiennent à des communautés qui n'acceptent pas qu'elle leur échappe, que l'administration de leur terroir d'origine leur échappe. Il faut donc trouver le moyen à la fois de sauver les idées bienfaisantes des pères fondateurs qui ont estimé qu'il fallait, par la capacité qu'on réserve au chef de l'État, de désigner l'administrateur de la grande ville, préserver les droits des populations autochtones, mais en élus dans les communes périphériques, c'est-à-dire les communes d'arrondissement, pour venir accompagner cette édile. Maintenant, nous sommes tout de même à l'ère de la démocratie. Il faut donc trouver une formule intermédiaire qui permet, d'une part, de préserver les droits des populations autochtones, de faire en sorte que les pouvoirs du chef de l'État ne lui échappent pas, parce que je ne suis pas de ceux qui pensent qu'il faut retirer au chef de l'État les pouvoirs. Je pense que le chef de l'État a d'énormes pouvoirs. Ce n'est pas cela qui fait un problème, c'est la manière d'utiliser ces pouvoirs qui fait un problème. Donc, on garde le principe de la nomination du délégué du gouvernement. Nous gardons le nom délégué du gouvernement parce que nous ne sommes pas obligés d'être comme à Washington, à New York. Hein? Personne ne nous demande d'être comme à Bruxelles où on ne parle pas de maire, on parle de bourgmestre. Donc, nous avons notre identité que le président Ahidjo et le président Biya vont nous léguer comme un héritage historique. Gardons cela. Je suis pour qu'on garde tout ce qui fait la trace des pères fondateurs. On garde donc la fonction de délégué du gouvernement, mais on modifie pour lui donner un caractère démocratique. Le chef de l'État va donc dorénavant nommer le délégué du gouvernement parmi les grands conseillers du conseil de la communauté urbaine, de telle sorte que le délégué du gouvernement sera d'abord quelqu'un qui est élu dans sa commune d'arrondissement. Il aura donc un mandat et il quitte la fonction avec la fin de son mandat. Mais le chef de l'État devra également nommer le délégué du gouvernement parmi le camp majoritaire au sein du conseil de la communauté urbaine. Que ce soit à Douala, Yaoundé, à Bafoussam, il y en a 14 dans le pays. Ça devra se passer de la même manière partout. Avec ça, nous avons le chef de l'État qui garde son pouvoir de nomination. Nous conservons l'héritage des pères fondateurs. Nous démocratisons la fonction. Le
le délégué du gouvernement devient un élu dans les communes d'arrondissement, son mandat finit avec le mandat des conseillers qu'il dirige au sein du conseil de la communauté urbaine. Il va donc se retrouver être quelqu'un qui a à la fois l'obligation de résultat vis-à-vis des populations qu'il administre, mais l'obligation de résultat vis-à-vis du chef de l'État qui le nomme. Parce que le chef de l'État, c'est lui qui définit la politique de la nation. Et il est bien qu'il ait un regard sur tout ce que les maires, qui sont des petits chefs locaux élus par les populations locales, sont en train de faire. Étant entendu que tout ce que nous faisons dans chaque collectivité territoriale doit être bon à la fois pour les populations de la collectivité locale, mais pour le pays tout entier. Aucune partie du territoire n'est indépendante. Aucune partie du territoire ne doit envisager de fonctionner en autarcie. Chaque partie du territoire doit demeurer connectée aux autres parties du territoire, de telle sorte qu'il est bon que le chef de l'État, qui est l'élu de la nation tout entière, ait un regard sur ce que chaque maire et chaque délégué de gouvernement peut être en train de faire partout où besoin est. C'est pour cela que j'ai l'idée de faire en sorte que les délégués de gouvernement restent nommés par le chef de l'État, mais en même temps qu'ils soient élus dans des communes d'arrondissement, qu'ils aient un mandat. Nous avons la question de la diaspora qui me préoccupe beaucoup. La diaspora camerounaise, c'est quoi ? La diaspora camerounaise, c'est la partie de la nation camerounaise qui se trouve à l'étranger. C'est parce que c'est la partie de la nation camerounaise que nous avons estimé qu'il est bon que la diaspora aussi participe au choix du président de la République. Mais lorsque vous avez donc choisi le président de la République, le principe c'est que la nation envoie des représentants à l'Assemblée nationale pour contrôler l'action de ce président. Comme la diaspora est une partie de notre nation et qu'elle participe au choix du président, elle doit aussi participer au choix du contrôle de ce président-là. C'est pour cela que si je suis élu, je travaillerai à la mesure de mon petit poids pour que la nation camerounaise qui se trouve à l'étranger ait aussi des députés à l'Assemblée nationale. Il ne s'agit pas forcément d'augmenter le nombre de députés, on peut en diminuer pour quelques-uns ici pour donner aux Camerounais de la diaspora. Il s'agit bien des Camerounais de la diaspora, pas des Camerounais originaires du Cameroun, mais qui sont devenus des citoyens d'autres pays. Non, il s'agit des Camerounais qui sont à l'étranger et qui votent le président de la République parce qu'ils n'ont pas abdiqué, ils n'ont pas changé, ils sont restés des enfants de la patrie et ils ont continué à chérir et à respecter les lois de notre pays. Ils doivent aussi participer au contrôle de l'action gouvernementale, à guider le gouvernement pour que le gouvernement travaille à la fois pour la nation qui est à l'intérieur et pour la partie de la nation qui est à l'extérieur. Il y a d'autres réformes, nous en avons 6 au total que nous souhaitons implémenter, parmi lesquelles celle qui m'est très chère également, la protection des droits des populations autochtones. Il est bon que nous fassions l'intégration, mais il est utile au regard des dérives que nous avons vu les partis politiques, notamment ceux de l'opposition, produire, que nous soyons dans une configuration nationale telle que chaque groupe ethnique de notre pays est impliqué dans la conduite des affaires publiques. La nation, le chef de l'État, l'Assemblée nationale ont donné à chaque communauté une partie à l'Assemblée nationale. Vous voyez, la Damawa a 10 représentants à l'Assemblée nationale. Ils sont tous autochtones de la Damawa. Et c'est normal et c'est bien. L'Assemblée, le gouvernement, le président d'Assemblée ont donné 11 sièges à l'Est, à l'Assemblée nationale. Ils sont tous, les occupants de ces sièges sont tous originaires de l'Est. C'est une manière d'impliquer l'Est dans la conduite des affaires. Il faut donc que toutes les composantes de la nation, par le fait d'avoir des régions, soient représentées à l'Assemblée nationale, comme c'est déjà le cas, mais que chacune de ces composantes-là ait sa place et que personne d'autre ne vienne prendre la place de chaque composante de la nation, de telle sorte que chacun reste à sa place et ensemble, nous construisons la nation. Voilà l'idée du 80-20. 80% d'autochtones, au moins, arrondi à l'entier supérieur, lors de la constitution des listes de candidats. Et les 20% au maximum restants
représentant la diversité sociologique de la circonscription. Voilà quelque chose qui empêchera que les dérives que nous commençons à observer dans le littoral et dont les autochtones du Mungo, du Vouri en souffrent et qui se déroulent déjà un tout petit peu dans le centre et qui est en train de commencer à se dérouler dans le sud, notamment à Kribi, dans l'océan, avec la montée en puissance du port en eau profonde, qui va drainer davantage des populations venues des contrées de l'intérieur pour aller s'installer à Kribi, travailler à Kribi, parce que les opportunités économiques sont là. Mais en même temps, les populations autochtones de Kribi vont commencer à être démographiquement minoritaires. Et ceux des partis politiques qui jouent avec la démocratie du nombre seraient tentés d'éliminer, d'écarter les Mabéa, les Batanga, les Ngumba, etc., pour les remplacer par ceux qui vont se dire les plus nombreux, etc., etc. Voilà une source potentielle de conflit qu'il nous faut juguler dès à présent, que nous avons vu. Et je me réjouis que pendant ces derniers jours, nous avons vu les membres du Conseil électoral d'Elections Cameroun rappeler sans cesse, sans arrêt, la nécessité pour les acteurs politiques que sont les partis politiques de tenir compte des composantes sociologiques. Oui, il faut en tenir compte, mais dans quelle proportion? La loi n'a rien dit là-dessus. Il faut donc quantifier la prise en compte des composantes sociologiques dans la constitution des listes de candidatures, de telle sorte que aux prochaines élections de liste, que ce soit en 2023 pour les sénatoriales, que ce soit en 2025 pour les législatives, les municipales et éventuellement les régionales, que chaque parti politique qui investit dans chaque localité investisse d'abord les enfants natifs de la localité, de peur qu'ils ne soient écartés de la conduite des affaires publiques. Il s'agit là d'une réforme extrêmement importante qui me tient à cœur. Je n'oublierai pas la situation dramatique de Manoka. Manoka, c'est une partie de la ville de Douala. C'est Douala 6. C'est la seule partie d'une grande ville du Cameroun où il n'y a pas d'électricité. Il n'y a aucune partie de Douala 1er, Douala 2, Douala 3, Douala 4, Douala 5, qui n'a pas d'électricité. Même si on coupe fréquemment, mais l'électricité est installée. Nulle part à Yaoundé. Il n'y a pas un seul quartier de Yaoundé où il n'y a pas d'électricité installée. Nulle part à Garoua, nulle part à Bafoussam, nulle part à Kribi, nulle part à Bétoua. Mais à Douala, il y a toute une commune de Douala où il n'y a aucun câble électrique. Personne n'a pris l'électricité pour amener là-bas, sous aucune forme. On n'a pas amené l'électricité de Douala terrestre, de Douala continentale. On n'a pas amené l'électricité sous forme solaire. On n'a pas amené l'électricité sous forme éolienne. On n'a même pas amené l'électricité sous forme de centrale thermique. Manoka est dans la nuit. Et Manoka a des députés. Et aucun député de Manoka n'a jamais posé le problème de l'électrification de Manoka au gouvernement. Comme si on n'avait pas la capacité à mettre les poteaux dans le Vouri pour amener l'électricité à Manoka. Et pourtant, les poteaux électriques traversent le Vouri pour amener l'électricité à l'ouest, dans le Mungo, etc. Le gouvernement ne peut pas continuer à rester les bras croisés et à laisser Manoka dans la nuit. Il n'y aura pas de développement économique à Manoka. Il n'y aura pas de développement touristique à Manoka tant que nous n'apprendrons pas l'électricité là-bas. Et à cause de ce manque de l'électricité, Manoka est en train de devenir un peuplement nigérian. Il n'existe pratiquement pas de Camerounais qui vivent à Manoka. Les autorités administratives qui sont affectées à Manoka pour maintenir la présence de l'État sont obligés de vivre ici à Douala 1er. Le sous-préfet de Manoka vit à Douala 1er. Le maire de Manoka vit ici là à Douala. Les élus locaux de Manoka vivent presque tous ici. Les délégués d'arrondissement, les enseignants, la police, tout le monde vit ici parce qu'il n'y a pas d'électricité. Vous ne pouvez pas avoir un réfrigérateur, vous ne pouvez pas conserver les aliments, vous ne pouvez rien faire parce que Manoka, c'est un no man's land. Mais Manoka, n'oubliez pas l'île de Fernando Po. C'est là que le nom Cameroun est venu. Nous avons tort de ne pas donner à Manoka et aux îles qui sont attenantes la place que l'histoire
leur a donné. C'est une partie de mes batailles.